Bienvenue sur cette visioconférence sur le stockage des documents numériques. Je suis Gwendoline Cotrez et cette visioconférence est permise grâce au financement de plusieurs territoires, le Val d'Oise, la Seine-Saint-Denis, le département de l'Allier, les Hauts-de-Seine, les Yvelines et l'Ille-et-Vilaine. Et c'est grâce au concours de la CNSA qui nous permet, grâce à la conférence des financeurs, de proposer ces visioconférences. Donc moi, je suis Gwendoline, vous me connaissez pour certains depuis plusieurs semaines. Depuis le début du confinement, je propose toutes les semaines, le jeudi matin à 10h30, des visioconférences qui sont gratuites pour les retraités. Et nous proposons aussi sur les territoires que je vous ai présentés juste avant et également sur l'Essonne, des conférences physiques dans votre commune. Donc n'hésitez pas à demander à votre commune. En général, c'est le Centre communal d'action sociale, le CCAS, qui gère ça, de nous contacter pour organiser des conférences physiques. Donc là, moi, je me déplace dans votre commune. Vous pouvez vous inscrire ou inscrire des amis aux visioconférences sur la liste movadom.com. Et les replays, si vous souhaitez retrouver nos replays, sont sur go.movadom.com/replay. Pascal, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Pascal Macias. Je fais de l'accompagnement individuel au déménagement des personnes âgées dans l'Allier. Et j'ai quelques bonnes connaissances en informatique, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Merci Pascal. Donc, on va commencer, pour ceux qui ont l'habitude, comme d'habitude, avec un quiz. Donc, l'idée ce matin, c'est de voir un petit peu si finalement vous avez besoin de travailler sur cette idée de stockage numérique ou peut-être pas. Alors, j'imagine que si vous êtes là, c'est sans doute que c'est le cas. À chaque question que je vais vous poser, si vous répondez oui, si c'est le cas pour vous, si ces affirmations vous correspondent, vous comptez un point. Et puis ensuite, dans l'outil de chat, vous pourrez nous mettre combien de points vous avez réussi, enfin vous avez à la suite. Donc, première question, mes documents sont stockés sur mon ordinateur uniquement? Donc, c'est notre première question. Si c'est le cas, si vos documents donc administratifs, vos photos, tous les éléments que vous avez en numérique sont stockés uniquement sur votre ordinateur et nulle part ailleurs, vous comptez un point sur une feuille ou dans votre tête. Deuxième question, j'ai du mal à retrouver certains documents numériques. Donc, est-ce que quand vous recherchez un document, finalement, en numérique, vous avez du mal à le retrouver? Si c'est le cas, vous mettez un deuxième point ou un premier point. Troisième question, j'utilise souvent le même mot de passe pour m'en souvenir. Donc, si c'est le cas, si par exemple vous avez toujours le même mot de passe pour tous vos outils ou que ce soit pour vos comptes bancaires, pour faire des achats en ligne ou pour votre email, vous avez le même mot de passe. Si c'est le cas, dans ces cas-là, vous rajoutez un point. Quatrième question, je n'utilise plus certains services car j'ai perdu mon mot de passe. Donc, par exemple, vous allez sur un site et puis vous vous rendez compte, mince, j'ai perdu le mot de passe, je ne peux pas accéder à ce site. Je vais devoir soit dire que mon mot de passe a été oublié, soit recréer un mot de passe. Donc, ensuite, vous comptez vos petits points, comme l'a fait Patricia et Daniel, et vous nous mettez le nombre de points. Oh bah Patricia, très forte. Evelyne, un point, très bien. Alors je vois que vous êtes quand même tous là pour l'instant. Un point Christine, ok. Un point Isabelle. Donc là pour l'instant on a 0 et 1. 3 points Laurence, ok, très bien. 2 points pour Mialou, je ne sais plus votre nom de votre prénom. Denise, 0 partout, bah superbe. 4 pour Monique, 1 pour Josiane, 2 pour Autier. Parfait. Patrick, 0, ok. La Creuse à 1. Joël, 1. Très bien. Donc, j'ai beaucoup de 1. Est-ce que vous pourriez me dire c'est lequel? Alors, je ne sais pas si c'est le même, mais... Ah, Aurélie, vous êtes en groupe avec votre maman. Donc, 1 pour votre maman. D'accord, très bien. N'hésitez pas à me dire ceux qui ont 1. Quelle est la question à laquelle vous avez répondu oui? Donc, là, pour le coup, alors il n'y a pas de gagnant ou perdant. C'est vraiment l'idée de se dire, plus vous avez de points, plus, effectivement, c'est le mot de passe, d'accord. Plus il va falloir travailler
sur cette idée d'informatique, de stockage et plus effectivement certains éléments vont être intéressants pour vous. Donc certains me disent le mot de passe, j'ai quand même 2 personnes sur le mot de passe, on va en parler, ces mots de passe et retrouver les documents. Bon bah parfait. Donc normalement, on devrait dans cette visioconférence répondre à toutes ces questions qui sont là et bien d'autres encore. Donc même ceux qui ont répondu 0, ça vous sera utile et vous aurez des réponses à certaines questions. Hop. Alors, je vais laisser Pascal commencer avec cette partie de stockage numérique et comment bien stocker ces éléments numériques. Donc, je te laisse prendre la main, Pascal, sur la presse, comme ça. Tac, c'est bon. Super. Donc, comme Gwendoline vous le disait, de plus en plus de documents sont numériques. On essaie de les stocker chez soi, mais il y a aussi d'autres outils qui existent, car il y a quand même quelques risques d'avoir tous ces documents sur des supports physiques chez soi, que ce soit des disques durs d'ordinateur, des disques durs externes, des clés USB ou toute autre solution de stockage physique. On peut perdre ces documents pour différentes raisons. Ça peut être une erreur humaine. On peut tout à fait supprimer accidentellement des fichiers et on ne les retrouve plus, on ne sait plus comment les retrouver. On peut avoir des causes accidentelles. L'ordinateur peut tomber en panne, l'ordinateur peut tomber, l'ordinateur peut prendre la foudre, et là, ça grille tout ce qu'il y a sur le support physique. On peut subir des actes de malveillance, on peut se faire pirater ou un concurrent pour les entreprises peut faire du sabotage. Et puis, il y a tout simplement le matériel qui vieillit. On a acheté un disque dur il y a 10 ans, et puis au bout d'un moment, l'obsolescence programmée arrive et tout part à la poubelle. Et on a perdu tous ces documents. Donc, il y a effectivement plusieurs solutions qui peuvent être de multiplier les supports informatiques, d'avoir un ordinateur, plus un disque dur, plus autre chose. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le cloud. Donc, le cloud, c'est... pardon. La diapositive avance toute seule. Le cloud, c'est un service de stockage de données qui n'est pas chez soi. Pour faire simple, on appelle ça le cloud, c'est un nuage. Donc le nuage, c'est dans l'Internet, on ne sait pas trop où ça se trouve. Et on peut envoyer de chez soi des données depuis son ordinateur et elles sont, pas confiance, effectivement, on en parlera un petit peu plus tard. On envoie ça s'appelle des serveurs informatiques qui sont dans des entreprises. Il y a différentes entreprises, on va en voir quelques-unes tout à l'heure. Il y a différentes entreprises qui vous permettent de stocker vos données dans le cloud. Donc, par exemple, on a pris 5 applications principales, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a l'application Dropbox qui permet de stocker en ligne et sur son ordinateur et de consulter à distance toutes ces informations. Il y a l'application OneDrive qui est une application de Microsoft. Alors, il y a toutes les applications sont gratuites et payantes. Il y a des limitations en fonction de la capacité de stockage et tout un tas d'options supplémentaires. Ensuite, on a Google Drive, donc, qui appartient à Google, qui a aussi une partie gratuite et une partie payante. On a l'iCloud Drive, donc là, qui est une application Apple, spécifique pour les Macintosh et tout ce qui concerne Apple. Et on a aussi l'application dont on a voulu parler, qui est DigiPost. Donc c'est géré par La Poste. C'est une solution de stockage qui est assez intéressante puisqu'elle permet de récupérer tous les documents beaucoup de documents administratifs, pas tous les documents, mais beaucoup de documents administratifs directement sur ce coffre-fort digital. Donc c'est pareil, DigiPost a une partie gratuite et des parties payantes.
Donc, on va s'intéresser plus particulièrement à une application qui s'appelle Dropbox. Donc, je vais vous faire une petite présentation rapide. Pour revenir au cloud, il y a une image dont je voulais vous parler. Il existe un serveur de stockage qui se trouve dans un fort Vauban, qui servait dans le temps à stocker au Moyen-Âge de l'or, avec des grosses murailles, un gros labyrinthe pour y accéder. Maintenant, c'est un serveur informatique qui se trouve à l'intérieur, qui est sécurisé. Donc, on va parler maintenant de l'application de Dropbox. Donc, il suffit pour utiliser Dropbox d'aller sur le site dropbox.com. Vous avez plusieurs comptes. Donc, vous avez des comptes gratuits, des comptes payants. Donc, vous allez sur Dropbox Basique et vous pouvez créer un compte gratuitement qui vous permet de bénéficier de 2 gigas de stockage gratuitement. Donc, 2 gigas, ça fait quand même pas mal de documents et de photos qu'on peut stocker. Donc là, il suffit de cliquer sur « Inscrivez-vous gratuitement ». Ça nous emmène sur une page de création de compte. Donc vous rentrez votre prénom, votre nom, une adresse email et un mot de passe pour l'application de Dropbox. Ensuite, il faut cliquer sur « J'accepte les conditions générales de Dropbox » et vous faites créer le compte. Là, vous recevez un petit mail qui vous dit vous avez demandé la création d'un compte sur Dropbox. Il suffit de cliquer sur le lien de validation et vous pouvez ensuite vous connecter sur l'application qui va vous proposer d'installer Dropbox sur votre ordinateur. Donc, vous cliquez sur télécharger Dropbox. Ça va vous télécharger un logiciel. Vous allez faire toute la procédure d'installation et vous aurez par la suite, vous voyez sur le petit visuel, j'espère que vous le voyez avec la barre d'information. Pardon. Un petit logo Dropbox en bas à droite qui vous permet à tout moment de mettre des documents dans cette box qui sont automatiquement envoyés dans le cloud et qui sont à la fois sur votre ordinateur et à la fois sur un serveur extérieur. Pascal, on a une question de la part JM Calvé. Pour les photographies, est-ce que le stockage sur le Drive, Google ou Dropbox, entraîne le dessaisissement du droit d'auteur? C'est une question un peu précise. Ah oui. Alors, mon ordinateur est très lent, c'est pour ça que je ne peux presque pas répondre à l'écrit, mais pour moi, ça n'a pas d'impact. Je pense que c'est vraiment privé, cette partie-là. Hein. Tout ce que vous mettez dans le cloud sur un compte que vous créez vous appartient. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas le droit de s'en servir pour une autre utilisation. On a un micro qui est allumé là. Oui, je vais regarder ça. C'est bon. Super. Et Dupuis nous disait quelle nationalité? Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Quelle nationalité? Peut-être de l'outil Dropbox, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on ait d'outil français hein, sur la partie cloud. À part Digipost. Digipost. Oui, ouais. Mais qui est payant, là pour le coup, tout le temps. Enfin, Digipost, il n'y a pas de... Digipost, il y a une partie gratuite, ça change régulièrement. Je crois que c'est 1,5 giga ou 5 gigas, je ne sais plus. D'accord. Bah, je vais peut-être aller regarder pour la... chercher. Ouais, je fais une petite recherche. Dropbox, la nationalité, c'est pas français, ça c'est sûr. Après, je ne sais pas ce que c'est. Il faudrait chercher sur le site, il y a un centre d'assistance. Oui. Bon, bref, on reviendra dessus après. Donc, une fois que vous avez cliqué sur le petit logo de l'application Dropbox, ça vous ouvre une fenêtre d'application. Et vous avez, comme vous pouvez le voir, alors là c'est petit sur mon ordinateur, vous avez votre compte Dropbox et tous vos dossiers. Donc là, vous voyez mes différents dossiers sur mon fichier Dropbox. Je vais me mettre sur le grand écran, je le verrai mieux. Donc vous avez les espaces et les dossiers, où vous avez donc un dossier que j'ai laissé marqué Movadom, donc ça c'est un dossier professionnel. Vous avez mon dossier perso avec des photos perso que je peux regarder depuis différents endroits, donc ça je vous en parlerai aussi après.
Mais on peut créer autant de dossiers qu'on veut, on peut mettre autant de fichiers dans le dossier dans la limite des 2 gigas qui sont gratuits. Sachant que Dropbox, il y a une petite particularité quand même, c'est qu'ils vous font gagner un petit peu d'espace de stockage quand vous utilisez leur application, quand vous invitez des gens, quand vous suivez leur tutoriel. Voilà, on gagne des petites fractions de données qui, quand même, permettent de passer de 2 gigas à 5 gigas si Ah on oui, fait quand toutes même. les installations. Donc, c'est intéressant. On a une question de Patrick. Si on efface des fichiers dans Dropbox, est-ce qu'il y a peut-être une corbeille ou un lieu pour les Alors, récupérer? sur l'application gratuite de Dropbox, vous avez une limite de temps où il garde vos données. Ah d'accord. Donc, pendant, je ne sais plus, je crois que c'est 2 semaines, en fait, si vous effacez malencontreusement un fichier, vous pouvez le récupérer. D'accord. Avec les parties payantes, vous pouvez les récupérer ad vitam aeternam. Vous l'effacez, 2 ans après, vous pouvez le retrouver. Ah oui, très bien, et on a peut-être, oui, donc on a vraiment accès à tout, pour toujours, et il y a rien qui peut se perdre finalement, c'est ça C'est aussi, ça. hein? Même en ayant effacé, on peut quand même retrouver certains documents. Michel nous demande: «Faut-il utiliser alors son dièse principal?» J'imagine que c'est son mail peut-être ou son compte principal. Est-ce que, tu encourages à créer un mail spécifique peut-être ou? Alors, c'est un peu le piège dans l'informatique, c'est qu'on peut effectivement utiliser différentes adresses mail, Ouais, ce qui veut dire différents mots de passe, évidemment. toujours. Ce qui veut dire, mince, c'est quel mail que j'ai utilisé pour cette application-là? Ouais. C'est à double tranchant. Moi, j'utilise généralement, j'ai une adresse personnelle pour communiquer et une adresse secondaire pour tout ce qui est compte sur Internet. Ah oui, très bien. D'accord, c'est une bonne, on a une question de Annie, qui n'a pas compris comment mettre les documents sur la Dropbox après le téléchargement. Je ne sais pas si tu peux peut-être Alors, revenir? Je sais pas comment ça se passe effectivement on, cette, on- on va voir justement, ça se passe après. OK. Donc, en fait, quand vous cliquez quand vous lancez l'application, donc vous arrivez sur cette page-là, vous avez en haut à droite un petit onglet qui est marqué Créer. Ah oui, exact. Donc là, vous pouvez créer un dossier. Et une fois que vous avez créé le dossier, vous pouvez faire Ajouter. Donc c'est vraiment comme l'explorateur Windows en fait, mais c'est une application. Et vous pouvez ajouter tous les fichiers que vous voulez. Vous avez aussi la possibilité, quand vous explorez vos photos sur votre ordinateur, de faire un clic droit dessus et de l'envoyer dans un dossier Dropbox. D'accord, et alors on est toujours à la page, au Application. slide 12, application, oui, c'est normal. Oui, OK, c'est très bien. normal. Ah, Evelyne nous dit qu'elle a 6 ou 7 adresses mail. Ah, Evelyne, là, il va y avoir un tri à réaliser, je pense. Si vous vous en rappelez de chacune, c'est bien. Si vous avez un agrégateur aussi, genre Outlook, qui regroupe toutes les adresses, Oui. c'est pas mal. Ça évite d'aller chercher. Mais par contre, si votre ordinateur tombe en panne et que vous perdez cet agrégateur, il faut retrouver toutes les adresses. Et moi, professionnellement, j'en gère une vingtaine et des fois, c'est compliqué quand je change d'ordinateur pour retrouver tous les automatismes. Donc là, par exemple, on arrive dans un dossier et donc c'est des photos que j'ai prises le 25 octobre 2015 pour je ne sais plus quelle raison, peut-être un anniversaire. Et il suffit de cliquer sur le petit onglet Dossier et on peut ajouter des fichiers, des images, des documents. Ça marche aussi si vous faites un dossier administratif, vous pouvez rajouter tous les documents dedans, tous les documents que vous souhaitez. Et ensuite, donc quand on fait un clic droit, alors je vais revenir, pardon, à la diapositive précédente. Quand vous faites un clic droit sur un document, vous avez une petite fenêtre qui apparaît, une petite pop-up comme on appelle ça. J'ai perdu la souris. Et donc, vous avez non, pardon, c'est quand vous cliquez sur le bouton Partager qui est en haut à droite, ça partage le dossier sur lequel vous êtes. Donc, si vous avez plusieurs dossiers que vous
vous mettez sur le dossier supérieur, ça partagera tous les dossiers qui sont en dessous. Donc là, je ne veux partager que le dossier 25 octobre 2015 avec toutes les photos qui sont dedans. Donc je rentre l'adresse mail d'un ami. Donc là, j'ai rentré françois@elysée.fr. Ensuite, sur le petit onglet à droite, on a peut afficher ou peut modifier. C'est-à-dire que la personne peut juste voir les photos ou alors modifier le contenu de mon dossier. Partager elle-même des photos, puisqu'elle était présente le 25 octobre 2015 avec moi. Partager ses propres photos ou supprimer aussi ses photos. Oui, donc Mais ça dans ce permet cas-là, je peux toujours les récupérer. On peut donc dans ce cas-là partager ces photos avec d'autres personnes Tout et à fait. elles auront besoin d'avoir Dropbox ou pas forcément? Pas forcément, puisqu'on Dropbox, c'est accessible depuis un site internet, donc dropbox.com, où il suffit de cliquer sur se connecter et on a l'interface, l'application, ou alors directement sur l'explorateur Windows que je vous montrerai après. Patrick nous dit, alors Patrick doit être un fan de Mac. Merci Patrick. Nous dit sur iCloud, il y a une meilleure intégration par rapport à Dropbox. C'est vu comme un dossier sur l'ordinateur. Il me semble que Dropbox fait cela Dropbox aussi, aussi, hein. Oui, je vous en parle dans quelques instants. parfait. Donc là, je reviens sur le partage. Donc, suffit de rentrer une ou plusieurs adresses mail. On peut partager avec plusieurs personnes en même temps. Et puis, on peut mettre un petit message. Donc là, j'ai fait un petit peu d'humour. C'est Julie qui a partagé son album photo avec François. Donc ensuite, voilà. Donc sur l'explorateur Windows, donc sur la barre des tâches en bas de l'ordinateur, on clique sur le dossier explorateur. Et on a un dossier sur la gauche, que vous voyez sur la gauche, qui s'appelle Dropbox. Et c'est intégré sur le bureau et sur le dossier document, ou comme sur iCloud. Et on peut voir à l'intérieur tous ces différents dossiers et tous ces différents fichiers. Super. Donc il faut bien faire attention à l'avoir et sur Dropbox et sur son ordinateur si on le souhaite pour avoir sur les deux endroits. Alors automatiquement, quand on crée un compte Dropbox, ça nous demande de télécharger l'application. Et quand on télécharge l'application, qu'on l'installe, il demande l'emplacement sur le disque dur de l'ordinateur du dossier Dropbox. Très bien. Donc tout ce qu'on met dans ce dossier-là, ça sera à la fois sur l'ordinateur et sur le cloud Dropbox. Superbe. Le stockage dure le temps que vous le laissez. Oui, c'est ça. Ou pour les comptes payants, le temps que vous gardez votre compte. Donc les comptes payants, en fait, moi j'ai un compte payant Dropbox depuis, vous voyez, ça fait 2015, j'ai déjà des photos dessus, c'était un compte gratuit. Ça fait 5 ans et je pense que j'en ai même d'avant. Donc tant qu'on ne supprime pas le compte, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, avec un explorateur Internet, Firefox, Chrome, Internet Explorer, enfin qui n'est plus Internet Explorer maintenant, qui s'appelle Edge, Microsoft Edge. Il suffit de taper dropbox.com. On a un petit onglet en haut à droite, s'inscrire ou se connecter. Il suffit de cliquer sur se connecter, rentrer son login, son mot de passe qu'on a créé à l'installation et on arrive sur son dossier Dropbox. Donc là, vous voyez sur le haut, vous avez marqué Dropbox, un petit supérieur, perso, c'est mon dossier personnel, et mon dossier de photos de 25 octobre 2015. Donc on retrouve là, je suis vraiment sur le cloud, et j'ai la même chose sur mon ordinateur. On peut envoyer directement sur le site internet des photos depuis par exemple son téléphone. Il y a une application de Dropbox aussi. Automatiquement, sur mon ordinateur, ça sera, s'il est allumé évidemment, la photo se synchronisera et arrivera sur mon ordinateur. On peut aussi directement mettre un document. Je télécharge ma déclaration d'impôt, je la mets sur mon compte Dropbox sur mon ordinateur. Automatiquement, elle va se retrouver dans le cloud. Donc ça veut dire, Pascal, ce que je comprends bien, qu'imaginons certains d'entre nous vont aux Bahamas dans quelques mois. Voilà, on l'imagine. On a le droit de rêver. On n'a pas pris son ordinateur, mais il y a un cybercafé aux Bahamas.
je pourrais retrouver, en allant sur dropbox.com, tous mes documents. Tous mes documents administratifs. Par exemple, j'ai perdu mon passeport, j'ai fait une Ah oui. copie sur Dropbox et je peux retrouver une copie de mon passeport pour pouvoir faire des rentrer en France, par exemple, si Par on a exemple. si on a envie de rentrer. Alors Laurence nous dit qu'elle aimerait bien y aller. Oui, on a tous. Joël nous demande, est-ce que si on utilise Chrome, Ça l'utilisation est la fonctionne même? partout. C'est Chrome, Firefox, Microsoft Edge, où il y a pléthore de navigateurs, Oui. de petits navigateurs qui se lancent. Ça marche de partout. En fait, c'est un site Euh, internet. Vous allez sur un site internet. c'est ça. Et Michel nous dit, alors, elle est perdue entre Dropbox, iCloud et Bluetooth. Alors Alors, là, ouais. Bluetooth, ça n'a rien à voir. C'est une technologie de transfert de fichiers d'appareil à appareil ou de connexion, en fait. Enfin bon, c'est un petit peu plus spécifique. Dropbox, iCloud, c'est deux applications différentes, mais ça fait à peu près la même chose. Mais c'est deux entreprises différentes. Ouais. Après, iCloud, je suis pas sûr que ça fonctionne sur PC. Je suis pas sûre non plus. Je pense qu'ils sont assez. C'est vraiment très, très Macintosh, très Apple. C'est ça. Si vous avez Apple, effectivement, un ordinateur Mac ou un iPhone, ça sera plutôt iCloud que vous allez utiliser et Dropbox plutôt. Donc là, je reprends ton exemple où je suis aux Bahamas dans le cybercafé et j'ai mon super appareil photo Voilà. numérique et mon câble et j'ai plus de place sur mon appareil photo. Donc je vais au cybercafé, je branche mon appareil photo dans l'ordinateur du cybercafé, je vais sur mon compte Dropbox, donc sur la petite vignette que vous voyez à l'écran. Et sur la droite, j'ai importé des fichiers. Donc je clique sur importer des fichiers et je vais chercher dans mon téléphone, dans mon appareil photo et je récupère toutes les photos que j'ai prises en vacances. Je vide mon appareil photo et comme ça je peux refaire des photos. Toutes les photos que j'avais déjà prises sont sur Dropbox. Et puis quand je serai rentré, je ferai le tri de toutes mes photos. Superbe. Donc, et oui, on les retrouvera en rentrant et on n'a pas besoin de se trimballer avec des petites puces ou des petites choses qui risquent d'être perdues. C'est ça aussi. Oui. Alors Evelyne, effectivement, sur un appareil, sur un téléphone portable, vous avez une application Dropbox, vous avez aussi une application Google Drive, vous avez une application iCloud si vous avez un Apple. Vous avez toutes les applications qui sont disponibles et qui vous permettent directement de récupérer vos photos et de les envoyer sur le cloud et de les supprimer de votre carte SD ou alors directement de les transférer sur PC si vous avez un PC sur place. Mais bon, effectivement, aux Bahamas, on n'a peut-être pas emmené le PC. Je pense que ça va rester cet exemple. C'est ça. Il va resservir. Voilà, les demandes, les réservations pour les Bahamas vont augmenter là après cette visio. Donc, effectivement, là, je vous ai présenté l'application Dropbox. Euh, Toutes les applications ont leur fonctionnement qui leur est propre. C'est à peu près le même principe à chaque fois. Il y a toujours une application sur l'ordinateur, un site internet et une application mobile. Alors là, je vais vous parler maintenant des limites du stockage dans le cloud. Il y a des choses qu'il ne faut pas mettre dans le cloud, c'est tout ce qui est données bancaires. Dans le temps, on avait les cartes de crédit avec le numéro qui était en relief, et puis il y avait le fer à repasser qui imprimait le numéro sur un petit papier. Il y avait une signature, et le gars, après, il en faisait ce qu'il voulait. Il pouvait mettre le chiffre qu'il voulait sur le petit papier, et puis récupérer votre argent. Donc ces infos-là, le numéro de carte bancaire, évidemment, on ne le met pas, puisque vous pouvez payer n'importe quoi avec votre carte bancaire sur Internet. Les codes, évidemment, pour accéder à sa banque. Les codes de sécurité aussi, enfin le code à 4 chiffres, le code PIN de sa carte bancaire. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas mettre sur Dropbox. De même qu'il ne faut pas mettre tous ces mots de passe identifiants sur un fichier Word ou un fichier texte. Il ne faut pas mettre tout ça sur Dropbox. Ou alors sur certaines solutions, on en parlera tout à l'heure. Puisque Dropbox, comme tous les services de stockage de données en ligne, sont sécurisés.
mais il y a toujours des gens plus malins qui arrivent à récupérer des informations. Voilà, si on se fait pirater. On peut aussi se faire pirater son ordinateur, mais il y a vraiment moins de risques, ou alors il faut télécharger exprès des logiciels par inadvertance. Mais bon, il faut faire attention à ne pas cliquer sur tout et n'importe quoi. Donc, il y a un autre document que j'ai appris d'ailleurs, qu'il ne faut surtout pas mettre en ligne, c'est le certificat de naissance, puisque dans certains pays, le certificat de naissance permet de refaire à peu près tous les documents. On peut refaire une carte d'identité à partir d'un certificat de naissance. Donc, le certificat de naissance, il n'y a pas de photo. Suffit de donner sa photo, de mettre un certificat de naissance et on peut faire des faux papiers avec juste le certificat de naissance. Les copies des documents d'identité, il faut faire très attention, puisque ça peut aussi servir à des utilisations abusives ou des usurpations d'identité. Tout ce qui est données médicales, ce sont des données très sensibles. Gwendoline vous reparlera de ça tout à l'heure. Alors oui, je disais qu'on pouvait mettre le passeport, mais c'est vraiment des trucs temporaires. C'est vraiment, je pars en vacances et peut-être que j'aurai besoin de mes documents d'identité. C'est vraiment ou alors c'est à l'ancienne, on fait une photocopie, puis c'est dans une deuxième valise ou dans un sac. Je me suis envoyé mes copies d'identité sur mon mail. Est-ce une bonne solution? Tant que vous ne faites pas pirater votre mail, oui, c'est une bonne solution aussi. Voilà, tout peut se faire pirater. En fait, il faut savoir que toutes les infos que vous mettez sur Internet ne vous appartiennent plus. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez sur Facebook peut être repris. Tout ce que vous mettez sur Dropbox, j'ai dit tout à l'heure, les photos au niveau du copyright, ça vous appartient toujours. Mais si vous vous les faites pirater, elles peuvent être utilisées contre vous. Donc c'est pareil sur Facebook, faites attention aux photos des petits-enfants, c'est un petit peu embêtant. Donc, quelque chose qu'il ne faut pas mettre non plus, c'est les photos compromettantes, évidemment. Voilà, si jamais c'était divulgué un peu plus tard. Ça peut ressortir plus tard et puis causer des problèmes. Pas mal, Pascal, pas mal. Effectivement, l'aspect photo compromettante, on n'y pense pas quand on met effectivement des photos de ce type. Oui, ça peut avoir une implication professionnelle ou familiale. Voilà. On avait une question, alors sur les documents administratifs, Serbin nous disait les documents sont stockés sur divers sites. Quel est l'intérêt finalement de les mettre sur Dropbox? Pour moi, là, l'intérêt, c'est de pouvoir les récupérer plus facilement et de ne pas avoir à les retélécharger sur un site qui parfois peut ne plus les conserver ou vous faire payer le fait de les récupérer. Je sais que pour les banques, il y en a certains qui... L'intérêt des applications cloud, c'est que vous pouvez être chez vos enfants ou vos petits-enfants Oui. qui ont un ordinateur. Vous allez sur votre compte Dropbox, sur Internet Explorer, sur Chrome, sur Firefox, et vous pouvez récupérer vos documents, que ce soit vous pouvez être en vacances chez les petits-enfants, puis avoir besoin d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, ou montrer des photos, ou enfin, je ne sais quoi. Et c'est l'intérêt, voilà, c'est surtout les photos généralement, mais il y a quelques documents qui peuvent être utiles. Oui, c'est effectivement une bonne... Eh bien, merci beaucoup, Pascal, pour toutes ces infos. C'était très clair. Je pense que tu as beaucoup de questions. Il y a quelques questions qui arrivent sur le chat. N'hésitez pas. Moi, j'étais bloquée sur le chat. Mon ordinateur est très, très lent. Donc, j'ai effectivement du mal à y répondre. Je crois qu'il y avait des questions sur des fichiers Word cryptés. Alors là, ça dépasse carrément mes compétences. Donc, je te laisse, Pascal, regarder ça. Ouais. Donc, hop. Donc, maintenant que vous savez comment stocker vos documents numériques, alors je sais que effectivement, Pascal, c'était effectivement très très clair. Je pense que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. L'idée, c'est de réussir à classer en fait les documents et les dossiers. Vous savez que ça, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, tout ce qui est rangement, tri, classement. Donc, une fois que vous avez le Drive, il y avait une question tout à l'heure, notamment si vous utilisez un Dropbox, par exemple, pour 2 personnes. Là, il est vraiment important d'avoir un classement qui est bien fait
Et on en parlait tout à l'heure, vous étiez nombreux à avoir répondu oui à la deuxième question qui était est-ce que je n'arrive pas à retrouver mes documents? Le classement est vraiment crucial. Là, par exemple, je vous ai mis un exemple. Vous allez avoir dossier personnel. Donc, par exemple, si vous aviez, on va dire, Patrice et Sylvie, chacun va avoir son dossier avec dossier Patrice, dossier Sylvie. Chacun peut avoir ensuite ses images, sa musique, ses documents administratifs et vous pouvez faire des sous-dossiers. Donc, moi, je vous conseille vraiment de faire un maximum de sous-dossiers. Donc, finalement, une espèce d'arborescence et hiérarchisation avec à chaque fois des dossiers et que dans le dossier final, donc la fin de l'arborescence, vous n'ayez plus que des documents qui sont vraiment les mêmes en fait. Donc par exemple, si on a document administratif, vous avez un document qui sera par exemple EDF. Dedans, vous aurez contrat EDF et facture EDF. Et dans facture, vous n'avez que des factures, c'est-à-dire qu'on ne va pas mélanger contrat et facture. Et là, dans ces cas-là, si vous manque une facture, vous allez très facilement la retrouver. Pareil pour les photos, vous pouvez faire un dossier photo. Après, au choix, vous pouvez faire soit une arborescence avec le dossier de Patrice, le dossier de Sylvie, ou alors un dossier photo commun avec ensuite photo Sylvie, photo Patrice et photo du couple. Et ensuite, vous pouvez mettre par année ou par voyage, mais c'est vrai que cette arborescence, c'est d'avoir plein de sous-dossiers. Alors, c'est un peu long quand on clique pour aller jusqu'au dernier sous-dossier, mais par contre, c'est très pratique pour retrouver des choses très précises. Évidemment, supprimer les doublons, vous l'avez vu là grâce à Dropbox, tous les documents que vous avez mis sur la Dropbox ou sur un autre logiciel sont présents, sont dans le cloud et donc finalement vous n'avez pas besoin d'avoir des doublons de tous vos documents. Donc vraiment, un grand travail du départ, c'est de supprimer les fichiers que vous avez peut-être recopiés, les dossiers photos en double, en triple, parce que c'est pas, on va dire, complètement extensible le stockage. Et puis, il y a des contraintes aussi écologiques. Hein, le fait de stocker, ça prend de l'énergie. Donc, si on peut essayer d'éviter d'avoir trop de doublons, c'est idéal. Autre élément, vous pouvez aussi archiver, donc avoir un dossier archive qui celui-ci, par exemple, c'est des vieux documents ou des choses que vous savez que vous ne garderez peut-être pas très longtemps, vous pouvez décider de ne pas le mettre dans le cloud. Ça, c'est vos dossiers archives, qui sont des choses qui, si ça disparaît, c'est pas très grave, ça sera un peu un tri, on va dire, automatique. Mais cette technique d'archivage, moi, je sais que je l'ai fait pour mon entreprise et ça fonctionne bien pour des documents qu'on souhaitent garder encore quelques temps, mais qui n'ont pas nécessité peut-être d'être mis sur le cloud. Sur le fait de renommer ces fichiers, donc ça c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant pour les retrouver. Vous allez pouvoir renommer en grand nombre vos fichiers. Donc je vous le disais tout à l'heure, vous avez fait un sous-dossier avec facture EDF. Là vous pouvez, donc vous voyez, je vous ai mis des petites images. Sélectionner. Donc, vous sélectionnez toutes les factures qui sont dans ce dossier. Donc là, soit vous faites clic droit, sélectionnez tout, ou on a un raccourci qui est contrôle. Donc, vous maintenez la touche contrôle et le petit A. Et là, ça va vous sélectionner toutes les photos du dossier, enfin, toutes les factures du dossier. Et vous faites clic droit, renommer. Donc là, vous avez tout en haut, ça bouge un peu trop, mais il y a marqué renommer. Et vous pouvez renommer vos factures. Et là, ça renommera avec tout le temps le même nom, donc facture EDF par exemple, mais avec un numéro à chaque fois, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, vous aurez tout qui sera classé. Ça marche très bien notamment pour les photos et ça vous permet effectivement de mettre le nom de la photo, donc voyage, là je vous ai mis voyage Espagne et avec 1, 2, 3, 4, 5. Pour retrouver les dates, parce que je sais que c'est une question qu'il y avait tout à l'heure, les dates des photos, il faut aller dans les propriétés de la photo et vous aurez, donc c'est toujours clic droit par renommer mes propriétés et là vous aurez les informations sur la date de la photo. Évidemment, si c'est une photo prise avec un appareil numérique, appareil photo ou téléphone, si c'est une photo que vous avez scannée, là vous aurez la date du scan et pas si c'est 1800 et quelques, ça vous le saurez pas. Alors, un aspect très important et sur lequel on est revenu là, et Pascal est revenu beaucoup de fois, pour avoir un espace sécurisé,
une des clés vraiment de votre espace sécurisé, c'est le mot de passe. Vous pouvez mettre tous les éléments dans le cloud. Alors, il y aura toujours des petits malins qui arriveront à trouver des solutions, mais si vous avez un mot de passe qui est sécurisé, vous diminuez, alors je n'ai pas les pourcentages exacts, mais vous diminuez énormément les risques de piratage de vos documents. Donc, sachez que vous n'êtes pas seul. Je suis pareil que vous et beaucoup de personnes le sont. Donc, il n'y a que Choisir qui a fait une étude là-dessus. Il y a 74% des consommateurs qui utilisent le même mot de passe pour tous les services numériques. Et il y a, en 2017, il y a 2,6 milliards de comptes qui ont été piratés. Donc, n'hésitez pas à nous dire si ça vous est arrivé et comment ça s'est passé. En général, moi, ce qui m'est souvent arrivé, c'est que je reçois un mail d'un ami qui me dit j'ai besoin de 200 €, ne m'appelle surtout pas, envoie-moi les sous. Et là, évidemment, vous l'appelez, il vous dit non, j'ai jamais envoyé ce mail-là. Il s'est fait pirater son adresse mail. Et l'adresse mail, ça reste quand même quelque chose de très personnel. Et si on reçoit un mail d'un ami proche, ça va être très compliqué. Ensuite, en plus, aujourd'hui, il y a de moins en moins de fautes d'orthographe ou ce genre de choses dans les mails. Et ça va être très compliqué, effectivement, de retrouver ces petits et de savoir que c'est effectivement un piratage. Ça arrive aussi sur Facebook. Là, ça peut être encore plus grave avec des photos qui sont divulguées sur Facebook parce que vos comptes sont piratés. Donc, vraiment, les mots de passe, c'est vraiment quelque chose de clé. Alors, les mots de passe les plus utilisés, si certains d'entre vous ont cela, attention. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, password. Alors, en France, ça pourrait être mot de passe. Donc, beaucoup de gens mettent mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. QWERTY. Alors, nous, ça serait plutôt AZERTY. Donc, les premières lettres de votre clavier. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ces mots de passe-là, ils sont à proscrire. Ils sont utilisés. Vous avez des machines qui automatiquement vont tester des mots de passe pour essayer de pirater les comptes. Et elles utilisent automatiquement ces mots de passe-là. Elles testent sur tous les comptes. Et puis, des fois, ça marche. Et quand ça marche, là, on est bien embêté. Parce qu'ils ont accès à tout. Et alors, il faut savoir que vos informations peuvent être revendues. Alors, revendues sur le dark web. Alors, je ne sais pas, Pascal, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dark web ? Alors, le dark web, c'est comment on peut dire ça? C'est là où se trouvent les filous, les brigands, les voleurs. Le web des méchants, quoi. Voilà. C'est là où Batman essaie de rentrer, mais il n'y arrive pas trop. C'est des serveurs privés, accessibles avec. Enfin, c'est très, voilà, c'est la partie sombre du net, effectivement. Ouais. On peut trouver de tout et n'importe quoi sur le dark web, autant de la drogue, des armes, ou des mots de passe ou des données X ou Y. Je me suis jamais penché dessus, je suis jamais allé dedans, mais voilà, faut être du domaine, faut être un peu initié. C'est ça. Merci beaucoup, Pascal. Donc, effectivement, cet endroit sombre dont nous parlait Pascal, il se revend des choses et dont vos données informatiques qui ont été piratées. Donc, par exemple, le numéro de sécurité sociale, 1 $. Donc, si vous en avez piraté des dizaines, ça peut être intéressant. Un dossier médical, c'est 1 000 $, ça peut être vendu. Un numéro de carte de crédit, entre 8 et 22 $. Donc, vous voyez, vos données, la raison pour laquelle elles sont volées, c'est parce que ça a une valeur, en fait, sur cet endroit un petit peu louche qui est le dark web. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un mot de passe sécurisé. Donc, pour créer un mot de passe sécurisé, logiquement, vous allez le voir, vous n'aurez besoin que d'un seul mot de passe parce que vous pourrez utiliser ensuite un logiciel qui vous permettra de collecter tous ces mots de passe. Mais il faut que votre mot de passe général il soit extrêmement sécurisé. Donc, sécurisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être unique. Donc, vous ne devez l'utiliser sur aucun autre endroit. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le mot de passe, vous ne pouvez pas utiliser plusieurs fois un mot de passe. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Il doit être long. Et long, alors là, moi, je ne m'attendais pas à ça, c'est 12 caractères, avec des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. À voir plus. Bon, voilà, encore pire. Donc, au niveau des caractères spéciaux, ça va être des $, des dièses, des apostrophes, des points d'exclamation. Il doit être anonyme. On ne peut pas mettre sa date de naissance, son nom, prénom, ce genre de choses. C'est trop facile à retrouver. Et aujourd'hui, vous avez aussi la double authentification qui se fait beaucoup. C'est-à-dire que vous allez rentrer votre mot de passe
Et si vous êtes sur un nouvel appareil que vous n'aviez jamais utilisé, pour vérifier que c'est bien vous, on va vous envoyer un SMS. Et ça, c'est vraiment très sécurisé parce que sinon, il faudrait qu'on vous ait volé et votre mot de passe et votre téléphone portable. Donc ça marche Alors, très bien. il Oui. y a une nouvelle norme aussi au niveau des banques. Oui. C'est plus forcément depuis un nouvel ordinateur ou un nouveau navigateur, c'est tous les 90 jours minimum. Ah, très bien. Il y a cette double authentification qui se fait, voire même plus souvent. Plus souvent. En fait, Donc, ils sont en train de. Il y a des normes de sécurité qui existent et j'ai l'impression que les organismes devancent encore en allant ouais. plus loin. Bah, c'est vrai que les comptes en banque, c'est quelque chose C'est hyper si sensible. piraté, bah voilà, c'est ça, ça peut être Parce très qu'à compliqué. partir à partir de votre compte en banque en ligne, vous pouvez faire des virements à n'importe qui. Donc, Ouais. Et c'est vrai que quand on rajoute en général, effectivement, une personne sur un virement, des choses comme ça nous envoie un SMS. Donc de plus en plus, tout le monde se met à cette double authentification. Donc vous allez me dire ce mot de passe, mais comment je vais le retenir? Alors le principe du post-it sur le frigo, pareil, à éviter. Euh, tant que c'est pas sur l'ordinateur. Voilà, et pareil sur le mot de passe, alors s'envoyer un mail, un mot de passe, des choses comme ça. Bon, l'idéal, c'est de pouvoir avoir un mot de passe très fort qu'on retient. Alors comment on fait? Alors là, j'ai trouvé un outil qui est vraiment très bien fait par la CNIL. Donc vous avez le lien juste ici, c'est cnil.fr /fr/ générer-1-mot-2-passe-solide. Alors bon, voilà, c'est un peu compliqué comme adresse. Et en fait, vous allez mettre une phrase. Alors moi, j'ai mis la phrase « J'aime le chocolat et les croissants depuis 1940 ». Facile à retenir, ça, comme mot de passe. Donc, vous avez cette phrase dans votre tête, ça peut être n'importe quoi. Et il va vous générer un mot de passe qui est en fait le début de chaque mot. Alors, je ne sais pas si certains connaissent pour retenir l'ordre quand j'étais en primaire de Mars, Mercure, Vénus, la Terre et tout ça. Moi, j'avais me voici très malade, je suis un névropathe. Et je savais comme ça l'ordre des planètes. Et pour les interrogations, c'était très pratique. Là, c'est le même principe, sauf que ce n'est pas les planètes, mais avec un mot de passe. Donc là, vous voyez, j'aime le chocolat. Votre mot de passe, ça va être J, apostrophe, A, comme le j'aime, il y a le L, et c'est la première lettre de chacun des mots de votre phrase. Avec, à la fin, depuis 1940, vous avez 1940 qui est mis. Ça marche vraiment bien. Et je trouve que c'est une bonne solution pour pouvoir générer un mot de passe facile à retenir et très compliqué. Alors là, le pirate qui a votre phrase, c'est impossible à retrouver. C'est vraiment du cryptage, hein. On est vraiment dans quelque chose d'assez poussé. Ensuite, une fois que vous avez créé ce mot de passe-là, une solution est d'utiliser un outil stockage des mots de passe. Parce que sur chaque outil, donc votre compte en banque, si vous avez EDF, l'électricité, le gaz, en fait, tous les organismes, vous allez avoir un mot de passe spécifique. Et il va Comme falloir le Evelyne, retenir. comme Oui. Evelyne qui a 190 mots de passe. Oh là là, bah voilà. Sur le Word crypté, c'est ça, j'imagine? Ah oui, donc effectivement, impossible à retenir. Heu Excusez-moi, il y a rien sur l'écran, c'est normal? Alors, ce n'est pas normal, Michel. J'imagine que ça doit être un problème, d'internet. Je vous invite là, pour le coup, à, revoir en replay et vous aurez tout ce qu'il faut en replay. Donc sur les outils de stockage de mots de passe, moi, ce que j'ai remarqué en allant, faire un petit benchmark pour vous, c'est qu'ils sont souvent quand même assez compliqués et assez souvent payants. Après, le côté payant, on peut le comprendre, c'est quand même quelque chose de sécurisé. C'est quand même là-dedans, vous avez, toute votre vie, hein, sur, les mots de passe. Donc pourquoi pas mettre quelques euros par mois sur cet outil de stockage de mots de passe? Il y a un outil qui est gratuit, qui s'appelle KeePass, qui est alors par contre en anglais. Alors pour ceux qui sont, à l'aise en anglais, pourquoi pas? Moi, j'ai trouvé l'outil assez complexe d'utilisation, mais c'est vrai qu'il est gratuit, donc ça peut être intéressant. Il y a un autre outil qui s'appelle OnePassword, qui est, payant. Lui, par contre, c'est 3 $ par mois, ce qui est pas énorme, et vous pouvez aussi en famille prendre un compte pour la famille. Donc chacun a ses espaces de stockage de mots de passe différents et je crois que c'est 5 $ pour 5 comptes. Donc vous pouvez vous mettre à plusieurs et ça fait 1 $ par personne par mois, ce qui est pas énorme.
Vous retrouverez sur Que choisir, il y a un comparateur, le site quechoisir.org, un comparateur de mots de passe qui est assez bien fait, où vous avez un comparateur d'outils de stockage de mots de passe. Autre outil, alors moi j'utilise, c'est sur vos navigateurs. Donc a priori, la plupart des navigateurs le proposent. Moi j'utilise Chrome par exemple. Et Chrome va me proposer des mots de passe quand je crée un compte sur un site internet et va également me proposer de stocker les mots de passe. Donc, par contre, ce qui est vraiment important, c'est que là, sur votre Chrome, et donc là, c'est sur votre mail hein, que vous vous authentifiez sur le navigateur Chrome, votre mot de passe soit extrêmement puissant parce que si quelqu'un a ce mot de passe-là, il a tous les mots de passe et accès à tous vos mots de passe sur tous les sites. Donc, vraiment, attention là-dessus. Donc, celui-là, vous pouvez utiliser votre j'aime le chocolat et les croissants sur ce mot de passe-là. Et vous avez aussi un outil qui est très intéressant, en tout cas moi c'est celui que j'utilise sur Chrome, qui va détecter s'il y a des mots de passe qui ont été piratés et qui va vous dire quand vous avez utilisé un mot de passe plusieurs fois ou quand vous avez mis un mot de passe trop faible. Donc vraiment sur vos navigateurs, j'imagine que vous devez avoir la même chose. Pascal m'avait dit sur Firefox et sans doute sur des outils comme Safari sur Mac ou ce genre de choses, il doit y avoir des choses qui ressemblent. Alors, attention, par contre, ça ne marchera pas forcément sur vos téléphones portables. Ça marchote, je dirais, moi, sur un téléphone portable Android. Ça marche plus ou moins cette utilisation des mots de passe quand on lance une application avec un mot de passe. Dernier élément qui n'est pas forcément le plus joyeux de cette matinée, mais qui, je trouve, est important, c'est la partie héritage numérique. J'imagine que certains d'entre vous ont eu à gérer le décès d'un proche et vous savez qu'à ce moment-là, on doit récupérer pas mal d'informations administratives. En général, on a un dossier papier chez la personne qu'on récupère pour pouvoir prévenir tous les organismes. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que les prochaines générations auront tout, et je pense que ça commence pour vous, tout en numérique. Sauf que si on imagine à notre décès, on récupère notre ordinateur et que la personne n'a pas le mot de passe de nos comptes, comment est-ce qu'elle va faire pour se connecter et pour récupérer les informations? Donc vos héritiers, comment vont-ils faire? C'est une vraie question sur laquelle se sont penchés pas mal de startups qui se lancent sur cette partie héritage numérique et qui, moi, me semble intéressant. Alors, ça a évidemment encore un coût, mais en fait, c'est de stocker un lieu que récupéreront vos ayants droit le jour de votre décès. C'est un coffre-fort avec toutes les informations. Donc, il y a plusieurs sites. Il y a aucoffre.com, pardon. Donc, ça, c'est 400 € à vie. Donc, vous payez 400 € et vous pouvez stocker, donc déposer vos clés d'accès au compte en ligne, donc tous les codes et les mots de passe, et vous pouvez aussi stocker quelques éléments administratifs, donc qui peuvent être intéressants aussi et utiles pour vos ayants droit. Vous avez un autre outil qui s'appelle memocloud.fr. Donc là, on est à 40 € par an. Et il y en a un autre qui s'appelle grantwheel.com. Alors, c'est quelque chose qui est très nouveau. Je pense que ça va se développer au fur et à mesure des années, mais il est vrai que c'est quand même quelque chose auquel il faut penser. Après, ça peut être aussi mettre une enveloppe avec son mot de passe qu'on dépose dans un coffre-fort à la banque. Il y a des solutions finalement physiques qui sont possibles, mais en tout cas, pensez-y. Cette idée de mot de passe, votre mot de passe j'aime le chocolat, à votre décès, il faut que quelqu'un l'ait parce que sinon il va être bien embêté. Ça peut être très compliqué à gérer et vous savez à quel point on est lié au numérique aujourd'hui. Donc je vous ai mis des sources et références ici. Donc il y a le site Que choisir qui est très bien fait sur la partie numérique. Le site aussi économie.gouv.fr où il y a plein d'informations sur les mots de passe et sur la sécurité des mots de passe. Et il y a un autre site qui s'appelle WeMeTeamwork. Alors là, c'est un blog que j'ai utilisé pour comment classer les documents sur son ordinateur. Donc, qui peut vous intéresser pour ceux qui ont du problème de classement des données numériques. Donc, voilà pour mon parti. Merci Evelyne.
Je ne sais pas s'il y avait peut-être des infos, Pascal, à nous donner ou des questions que tu penses intéressantes ou si je pense que j'ai l'impression que tout le monde… J'ai répondu au fil de l'eau sur les questions qui m'étaient posées. Alors, sur Mac, Patrick, vous nous dites qu'il y a trousseau d'accès et Safari stocke les mots de passe. Evelyne, vous aviez jamais vu sur Chrome cet élément. C'est vrai que ça existe. Peut-être qu'il faut mettre à jour votre outil Chrome et l'héritage numérique. Bah oui, effectivement, c'est un outil, c'est quelque chose d'important, une question dont on ne parle pas assez, je trouve, et qui est assez clé quand même, hein, sans mauvais jeu de mots sur les mots de passe. Je pense que c'est un élément qui va être de plus en plus important et avec les dernières idées du gouvernement à destination des seniors, quelque chose qui va être de plus en plus utilisé et développé. Oui, exactement. C'est vrai que la partie mot de passe et votre héritage numérique est vraiment quelque chose auquel il faut réfléchir assez rapidement. Sur les nouvelles dates, eh bien, on se retrouve, il nous reste 2 sessions avant les congés. Donc la semaine prochaine à 10h30, alors là, une session auquel je suis particulièrement attachée. C'est une session de témoignage. Les participants à toutes nos visioconférences ou même d'autres personnes vont pouvoir effectivement témoigner. N'hésitez pas, si vous souhaitez témoigner, à m'envoyer un mail sur contact@movadom.com. Il y a encore la possibilité pour une ou deux personnes de plus, donc n'hésitez pas. Vous pouvez vous inscrire sur go.movadom.com/inscription-senior et n'hésitez pas à inscrire d'autres personnes sur movadom.com. On espère pouvoir proposer d'autres visioconférences un petit peu plus tard. JM Calvet, vous nous disiez France Connect. Alors oui, France Connect est un outil très intéressant. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui. Ça pourrait faire l'objet carrément d'une visioconférence à part entière. C'est un outil qui fonctionne très bien, qui permet en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, de se connecter avec un seul compte sur tous les comptes de l'État. Donc, c'est très intéressant. Presque. Voilà. Merci Pascal. Donc merci à tous pour votre participation. Vous allez pouvoir, comme d'habitude, cliquer sur le questionnaire satisfaction juste ici. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette visioconférence, nous donner aussi votre avis sur d'autres idées, d'autres thèmes qui vous intéressent. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, on essaye de faire en sorte que on puisse faire ce que vous nous avez demandé, donc des thèmes que vous nous avez demandé. Donc, vous avez nos contacts si vous avez d'autres questions. Donc, moi, contact@movadom.com. Ma chaîne YouTube sur go.movadom.com/replay. Et Pascal sur macias.pascal@movadom.com. Et je vous ai créé aussi un groupe Facebook dans lequel nous avons Evelyne et Daniel qui ont été très dynamiques et très actives. N'hésitez pas à vous inscrire. Ça permet aussi de communiquer, de participer. Donc, vous cliquez sur le lien qui est juste ici, donc www.facebook.com/groups/visio.conférence.movadom et je pourrais vous intégrer dedans et on essaye de donner nos astuces, répondre à vos questions et ça permet de prolonger un petit peu ces visioconférences. Merci à tous pour votre participation.